Voici l'explication linéaire d'un texte extrait des Caractères de la Bruyère. Les Caractères de la Bruyère sont au programme des livres 5 à 10 pour la série générale et livre 11 pour les séries technologiques. Donc, j'ai choisi comme premier extrait dans le livre 5 les remarques 6 et 7. Ce livre de La Bruyère, qui s'inspire des caractères de Théophraste, un auteur grec, a été écrit entre 1628 et 1696. Le livre 5 s'intitule De la société et de la conversation. Et dans ce livre, l'auteur montre comment la parole est utilisée comme une arme de domination au lieu de conduire au plaisir de la conversation. Donc voilà, il critique la cour, notamment de Versailles, et on voit que La Bruyère est un classique qui a cet idéal de l'honnête homme devant maîtriser les règles de la conversation polie et élégante. Les remarques analysées prennent pour cible la conversation des précieux. C'est un thème qu'on retrouve au XVIIe siècle, notamment chez Molière. Ces précieux qui sont toujours à la recherche du raffinement langagier le plus extrême au point de devenir incompréhensibles. Alors, je vous rappelle qu'on lit le texte. Euh, l'on voit des gens qui, dans les conversations ou dans le peu de commerce que l'on a avec eux, vous dégoûtent par leurs ridicules expressions, par la nouveauté et, j'ose dire, par l'impropriété des termes dont ils se servent, comme par l'alliance de certains mots qui ne se rencontrent ensemble que dans leur bouche, et à qui ils font signifier des choses que leurs premiers inventeurs n'ont jamais eu l'intention de leur faire dire. Ils ne suivent en parlant ni la raison ni l'usage, mais leur bizarre génie, que l'envie de toujours plaisanter et peut-être de briller, tourne insensiblement à un jargon qui leur est propre et qui devient enfin leur idiome naturel. Ils accompagnent un langage si extravagant d'un geste affecté et d'une prononciation qui est contrefaite. Tous sont contents d'eux-mêmes et de l'agrément de leur esprit, et l'on ne peut pas dire qu'ils en soient entièrement dénués, mais on les plaint de ce peu qu'ils en ont. Et, ce qui est pire, on en souffre. Que dites-vous? Comment? Je n'y suis pas. Vous plairait-il de recommencer? J'y suis encore moins. Je devine enfin, vous voulez dire à 6, me dire qu'il fait froid. Que ne disiez-vous? Il fait froid. Vous voulez m'apprendre qu'il pleut ou qu'il neige, dites. Il pleut, il neige. Vous me trouvez bon visage et vous désirez m'en féliciter, dites. Je vous trouve bon visage. Mais répondez-vous, cela est bien uni et bien clair, et d'ailleurs qui ne pourrait pas en dire autant? Qu'importe, Assis, est-ce un si grand mal d'être entendu quand on parle, et de parler comme tout le monde? Une chose vous manque, Assis, à vous et à vous semblables les diseurs des Phébus. Vous ne vous en défiez point, et je vais vous jeter dans l'étonnement. Une chose vous manque, c'est l'esprit. Ce n'est pas tout. Il y a une chose, il y a en vous une chose de trop, qui est l'opinion d'en avoir plus que les autres. Voilà la source de votre pompeux galimatia, de vos phrases embrouillées et de vos grands mots qui ne signifient rien. Vous abordez cet homme ou vous entrez dans cette chambre, je vous tire par votre habit. Et je vous dis à l'oreille, ne songez point à avoir de l'esprit, n'en ayez point, c'est votre rôle. Ayez, si vous pouvez, un langage simple et tel que l'ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit. Peut-être alors croira-t-on que vous en avez. Voilà. Donc, une fois la lecture faite, on va reprendre les mouvements et la problématique. Donc, vous voyez que j'ai choisi deux remarques qui se suivent parce qu'elles sont assez représentatives des différentes formes d'écriture que l'on trouve dans les caractères. La remarque 6 prend la forme d'une réflexion de portée générale sur le langage précieux, tandis que la remarque 7 illustre la remarque précédente en mimant la conversation avec un précieux à 6 dans un jeu de questions et réponses, une sorte de scénette, comme on en voit souvent dans les caractères. Ma problématique sera donc en quoi ces remarques illustrent-elles la variété de moyens stylistiques et littéraires mis en œuvre par l'auteur pour dénoncer les outrances de la conversation précieuse?
Donc, premier passage, hein, je vous rappelle qu'on fait l'explication linéaire en découpant des unités de sens. Dans le premier passage de l'on voit des gens jusqu'à jamais eu l'intention de leur faire dire, la Bruyère décrit les précieux sans les nommer avec cette formule des gens, avec ce pronom on qu'on retrouve d'ailleurs dans une autre remarque qui est située dans Delacour, hein, que j'ai analysée. Donc le narrateur est indéfini, le locuteur, ainsi que l'objet de la remarque des gens. Le complément circonstanciel rappelle le thème du livre, hein, dans les conversations ou le peu de commerce qu'on a avec eux. Le quantitatif peu d'eux souligne que l'auteur ne recherche pas leur fréquentation. L'ensemble des termes péjoratifs on retrouve un ensemble de termes péjoratifs pour caractériser la conversation de ce groupe de personnes avec dégoût, ridicule, impropriété, à qui ils font dire des choses que les premiers inventeurs n'ont jamais eu l'intention de leur faire dire. Donc cela souligne une originalité malvenue, avec ce terme nouveauté ou qui ne se rencontre que dans leur bouche, parce que finalement ça va à l'encontre d'un usage normé du langage qui répond au code de la langue française. On a également une longue phrase qui permet par l'emploi de nombreuses relatives de donner une première image assez précise, hein, dans laquelle on reconnaîtra les précieux. J'y reviens. Donc ces relatives, vous voyez que j'ai souligné avec qui, que, dont et qui. Donc voilà, cela permet de décrire les précieux sans les nommer. Ce sont des gens qui emploient le langage d'une façon étrange, contraire à l'usage et qui leur est propre. Deuxième unité de sens, qui insiste sur le développement, enfin qui est un développement, pardon, sur le désir excessif d'originalité, hein. Vous voyez avec ces termes que j'ai mis en violet, bizarre, jargon, extravagant, affecté, contrefait, qui soulignent tous le côté peu naturel de ce langage. Je relis peut-être la remarque. Ils ne suivent en parlant ni la raison ni l'usage, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait qu'il n'y a pas de respect des règles de grammaire. La raison est une valeur du classicisme, mais leur bizarre génie que l'envie de toujours plaisanter et peut-être de briller tourne insensiblement à un jargon qui leur est propre et qui devient enfin leur idiome naturel. Ils accompagnent d'un langage si extravagant, d'un geste affecté et d'une prononciation qui est contrefaite. Donc, une conversation qui s'éloigne de l'idéal de raison, du naturel qui est propre à l'honnête homme et au classicisme, avec la négation, ils ne suivent en parlant ni la raison ni l'usage. J'ai déjà parlé du champ lexical qui montre le manque de naturel. Il en résulte un langage que seuls les précieux peuvent comprendre, comme désigné par idiome naturel, ce qui annonce la remarque suivante, hein, puisque le dialogue, la compréhension devient impossible. La cause de ce langage étrange, de cette manie, est évoquée par l'envie de toujours plaisanter et peut-être de briller. On voit qu'il y a une dénonciation d'une forme d'orgueil, d'un besoin de se donner en spectacle, hein. On se souvient que la Bruyère décrit souvent ce besoin de se donner en spectacle dans les caractères. Tous sont contents d'eux-mêmes et de l'agrément de leur esprit, et l'on ne peut pas dire qu'ils en soient entièrement dénués, mais on les plaint de ce peu qu'ils en ont, et ce qui est pire, on en souffre, on voit bien le côté assez grinçant, assez piquant de l'auteur, puisque la remarque se clôt par cette pique ironique. On voit bien ici une tonalité satirique. La Bruyère dénonce la vanité des précieux, hein, avec ce terme content d'eux-mêmes, qui ne se rendent pas compte de leur ridicule, qui se croient supérieurs d'esprit, qui ne comprennent pas qu'ils sont inopportuns, désagréables pour les autres. La concession, on ne peut pas dire qu'ils en soient entièrement dénués, suivi de la conjonction de coordination d'opposition mais, permet de leur concéder une partie infime de ce dont ils se vantent, l'esprit, et évidemment cela donne une tonalité satirique.
La chute vient achever la critique. Ces hommes sont des fâcheux, hein, au sens classique, dont la conversation est insupportable. Et la brièveté de cette formulation rend la critique encore plus incisive. On voit bien comment dire, cet idéal classique de la concision dans la formulation. On en dit le plus possible avec le moins de mots possible. Voilà. Finalement, c'est la Bruyère qui fait preuve d'esprit, contrairement aux précieux. On a ensuite donc une nouvelle remarque, une remarque 7, qui va illustrer de façon un peu concrète dans une scénette cette attitude des précieux, hein, avec cette série de questions. Que dites-vous? Comment? Je n'y suis point. Vous plairait-il de recommencer? J'y suis encore moins. Je devine enfin. Vous voulez dire à 6 me dire qu'il voulait, pardon, à 6 me dire qu'il fait froid. Que ne disiez-vous? Il fait froid. Bon, je ne vais pas tout relire parce que j'ai déjà lu le texte. Ce qui est intéressant ici de noter, c'est l'art de l'ellipse de la Bruyère, puisqu'on a une conversation partiellement transcrite. L'auteur ne retranscrit que les questions d'un locuteur à la première personne, locuteur qui représente l'auteur évidemment, mais qui n'est pas l'auteur. Les paroles d'Assis, elles, ne sont pas retranscrites, donc ces paroles précieuses, incompréhensibles, qui sont l'objet de la critique, c'est le lecteur qui comprend de quoi il s'agit, hein, qu'il s'agit de ce langage précieux et incompréhensible. On a donc une accumulation de questions directes avec une sorte de début in medias res qui montre l'incompréhension du locuteur. Ce locuteur finit par comprendre difficilement, comme le montre le verbe je devine, et finit par traduire de façon très lapidaire, très courte, une réalité triviale, il fait froid. Qui montre évidemment le ridicule des précieux qui cherchent à rendre compliquées même les choses les plus simples. L'interrogative que ne disiez-vous à 6 montre la réprobation du locuteur. Elle est suivie de deux autres exemples sur des réalités tout aussi triviales, hein, dire vous avez bon visage par exemple, et l'emploi de l'impératif qui pose du coup le locuteur en professeur, prônant la clarté dans la conversation, hein, à l'opposé des formules un peu alambiquées des précieux. On a un rythme rapide et vivant qui contraste avec la remarque précédente, comportant ce qu'on appelle des périodes oratoires, c'est-à-dire des remarques, enfin des phrases assez longues. Alors je reviens juste ici sur l'interrogative, ne disiez-vous, hein, que ne disiez-vous? Et puis l'impératif, dites. Je ne l'ai pas cité, mais quand vous faites l'oral, il faut évidemment citer les mots qui se réfèrent à vos remarques. Alors, passage suivant, unité de sens suivante, mais répondez-vous, cela est bien uni et bien clair, et d'ailleurs, qui ne pourrait pas en dire autant? Donc la réponse d'Assis, qui est une question d'ailleurs, au discours direct, cette fois, c'est la première fois qu'on l'entend parler, reprend la raison pour laquelle les précieux emploient un jargon incompréhensible, hein, et c'est une raison qui a déjà été abordée précédemment avec cette volonté de briller, qui montre une forme de vanité, un désir d'originalité excessif, par mépris du vulgaire, par mépris de la banalité. On le voit avec la question qui ne pourrait en dire autant. On voit que les adjectifs unis et clairs sont deux qualités qui sont prônées par les classiques, hein, et que refusent, par l'intermédiaire d'Assis, les précieux. Donc le précieux, finalement, est le contraire de l'honnête homme. Qu'importe à 6, est-ce un si grand mal d'être entendu quand on parle et de parler comme tout le monde? Le moraliste répond lui aussi sous une forme de question, une question rhétorique qui exprime une position de bon sens, celle qui guide l'honnête homme, à savoir se faire comprendre. La conversation sert à se comprendre, à communiquer. Et donc, on voit bien ici que ce qui est critiqué, c'est la vanité des précieux qui pervertissent le bon usage du langage, hein, et qui devient non plus un moyen de communiquer, mais un moyen de se faire valoir. La critique devient plus agressive, pardon, je la lis. Une chose vous manque à 6, à vous et vos semblables et les 10 heures de Phébus. Vous ne vous en défiez point et je vais vous jeter dans l'étonnement. Une chose vous manque, c'est l'esprit.
ce n'est pas tout. Il y a en vous une chose de trop qui est l'opinion d'en avoir plus que les autres. Voilà la source de votre pompeux galimatia, de vos phrases embrouillées et de vos grands mots qui ne signifient rien. Alors voilà, on voit un changement de ton. On passe de la politesse à une franchise beaucoup plus agressive avec la répétition du pronom vous de deuxième personne qui donne un ton accusateur qui désigne non seulement Assis mais c'est semblable, désigné par la périphrase péjorative, les 10 heures de Phébus. C'est une parodie de la Bruyère des références à la mythologie dont sont friands les précieux. L'affirmation qui suit est très péremptoire, très assertive. Une chose vous manque qui sera reprise plus loin par l'antithèse il y a en vous une chose de trop. La bruyère crée un effet d'attente puisque on attend cette chose qui manque, qui va ne venir qu'à la fin, c'est l'esprit, à la fin de la deuxième période oratoire. Et ça donne du coup un effet couperet à cette très courte apodose. Alors, petit point sur ce de rhétorique, une phrase très longue s'appelle une période. Et elle peut être construite en deux parties. La première partie s'appelle la protase et la dernière partie descendante qui s'appelle l'apodose. Donc ici, on a une très longue protase qui est développée avec un certain nombre de groupes apposés, l'incise, vous nous en défiez point, etc. Et une apodose extrêmement courte, c'est l'esprit qui donne un côté couperet, très tranchant à cette critique de la bruyère qui frappe les précieux dans leur vanité. Ils croient avoir de l'esprit et penser en avoir plus que les autres alors qu'ils n'en ont pas. L'adverbe voilà amorce avec éclat la péroraison sur un rythme ternaire qui définit de façon extrêmement péjorative le discours d'Assis et de ses semblables. Alors je reviens avant. Voilà la source de votre pompeux galimatia, de vos phrases embrouillées, de vos grands mots qui ne signifient rien. On a bien un groupe ternaire pour énumérer les qualifications, enfin ce qui qualifie le langage des précieux de façon très négative. Donc, ce qui ressort ici, c'est l'absence de sens des paroles des précieux. Dans une dernière partie, la bruyère se propose de guider à 6. Vous abordez cet homme ou vous entrez dans cette chambre, je vous tire par votre habit, donc on a une sorte de petite scénette à nouveau, et vous dit à l'oreille, passage au discours direct, ne songez point à avoir de l'esprit, n'en ayez point, c'est votre rôle, ayez si vous pouvez un langage simple et tel que l'ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit, peut-être alors croira-t-on que vous en avez. Donc, voici une nouvelle valeur du présent qui peut être un présent de vérité générale, qui peut avoir du coup une tonalité didactique. Ici, c'est un présent éventuel. On imagine quelque chose une scène qui pourrait se passer et dans laquelle l'auteur accompagnerait et guiderait le précieux. La bruyère donne à voir la scène avec les pronoms démonstratifs, 7. L'auteur se met en scène comme un guide et un confident, il ajoute même une didascalie dans cette sorte de scénette. Je vous tire par votre habit et je vous dis à l'oreille. Vous voyez comme on est un peu dans une pièce de théâtre avec des sortes de didascalies. L'attitude est celle de la discrétion, je vous dis à l'oreille. Et donc l'attitude du locuteur et les conseils donnés sont à l'opposé du coup de la vanité d'Assis et des précieux. Et le locuteur va donner un conseil paradoxal en proposant à Assis de jouer un nouveau rôle, contraire au premier. Et donc au lieu de parler de façon compliquée, parler simplement. Et de façon paradoxale, c'est cette attitude qui pourrait lui donner une chance de paraître avoir de l'esprit. L'accumulation de modélisateurs, évidemment, est satirique puisque sous-entend qu'il serait très difficile pour les précieux d'avoir vraiment de l'esprit, c'est-à-dire de l'intelligence. L'esprit, c'est ça, c'est l'intelligence, le maniement habile du langage. Comme dans la remarque précédente, l'extrait se clôt par une pique ironique avec ce double modalisateur dont j'ai déjà parlé, peut-être croira-t-on, qui montre que si la bruyère des conseils assise de faire de l'esprit, lui par contre ne s'en prive pas. La bruyère est très mordant, fait preuve de beaucoup d'esprit, mais vous voyez avec peu de mots dans un idéal très classique. En conclusion, les remarques 6 et 7 sont l'occasion pour la bruyère de dresser une satire de la conversation précieuse qui abuse de formules obscures par recherche d'originalité et de vanité, enfin,
qui montre une certaine vanité. Le moraliste se distingue par l'usage d'une variété de tons et de procédés stylistiques, hein, c'était l'objet de ma problématique. On a tout d'abord une tonalité didactique dans la remarque 6 qui se clôt par une pique ironique. Ensuite, dans la remarque 7, un dialogue fictif hein, qui permet de dresser un portrait en action du précieux. Donc vous voyez que vous avez de nombreuses tonalités, de nombreux procédés littéraires qui permettent de traiter d'un même sujet. C'est aussi l'occasion pour la Bruyère de se mettre en scène comme conseiller défendant l'idéal de l'honnête homme. On pourrait dire également que l'esprit et l'adresse du moraliste, qui s'exprime de façon concise, de façon conforme à l'idéal classique, du coup, contraste avec la fatuité, le ridicule, les formules ampoulées d'Assis. Et on pourra conclure en disant que ce texte peut faire écho à la comédie de Molière, Les Précieuses ridicules. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans vos révisions. Bon courage!